Bien, bonjour à tous et merci de nous rejoindre pour cette conférence de presse désormais digitale. Je ne la fais pas tout seul puisque nous sommes entrés, vous le savez, dans une phase nouvelle cette semaine qui est celle du déconfinement, opération ô combien délicate et qui exige la mobilisation des élus, des services. Ils ont été au rendez-vous, je les remercie. Sont avec moi aujourd'hui Jean-Michel Latte pour évidemment faire le point sur les transports et la circulation, Marion Lalande de Lobadère, les écoles, le sujet est très attendu, Laurence Caselmayer, la petite enfance, et puis Henri de Lagoutine pour toutes les questions de personnel, puisque par définition, il y a plus de personnel qui sont en activité cette semaine que précédemment, et Marie-Pierre Chaumette, puisque l'actualité de la semaine, c'était aussi le début de la réouverture, pas simplement des crèches, comme je viens de le dire, et des écoles, mais aussi des espaces verts. Et puis on retrouve, mais là il est abonné depuis le début, puisqu'il supervise l'ensemble, le docteur Laurent Lesgourg. Voilà. Alors on va faire le point sur la réouverture des services publics, du moins ceux qui sont les plus demandés par la population. Vous savez qu'il y a des communiqués qui paraissent régulièrement. Le site tous.fr fonctionne pour ce type de demande, et donc je ne vais pas rentrer dans une présentation exhaustive, mais plutôt parler des points saillants et des services à propos desquels nous avons des interrogations qui nous reviennent dans la population, qui a donc un besoin d'information qui est plus fort sur ce type de service. On fera le point donc sur les transports, la circulation, les écoles, les crèches, les commerces également, puisque c'est un sujet dont on a beaucoup parlé. Avant de commencer cette rencontre, je voudrais, si vous me le permettez, saluer une tribune libre qui est celle que Carole Delga a publiée hier dans le Figaro, en faveur de ce qu'elle a appelé l'avion vert, autrement dit, un plaidoyer à la fois pour le secteur aéronautique et mettant en valeur sa capacité à se transformer pour, dans cette crise terrible, relever des défis. Je veux lui dire combien sa vision est précieuse et pertinente, que je la partage en tout point, et que oui, je pense que l'aéronautique a de l'avenir, que Toulouse Aéronautique a beaucoup d'avenir, d'autant plus que grâce à cet extraordinaire potentiel de recherche et d'innovation qui nous caractérise, eh bien nous avons et nous aurons les moyens de rebondir en relevant les nouveaux défis, pas simplement le défi de l'économie et du social, mais le défi de la transformation énergétique dont cette filière a bien évidemment en point de mire l'objectif depuis un certain temps. Je vais rentrer donc dans le sujet de cette rencontre. D'abord sur la collecte des encombrants et des déchets verts. On l'avait commencé la semaine dernière, ça s'est bien passé, ça continue de bien se passer, le rattrapage se fait de manière très efficace. Permettez-moi d'en remercier les agents, mais permettez-moi aussi de remercier les Toulousains, parce qu'ils ont été civiques dans leur immense majorité. Ils ont compris que pendant ce temps du confinement, de manière à maintenir absolument le service de la collecte des ordures ménagères, qui a bel et bien marché tout le temps, il fallait mettre de côté, retenir ces déchets verts, ces encombrants. Ils l'ont fait. Merci à eux de leur comportement citoyen. Je veux saluer aussi, et en même temps, toujours indiquer aux Toulousains que Allo Toulouse est à leur service. Allo Toulouse n'a jamais cessé de fonctionner pendant la crise. Et bien évidemment, l'utilité de Allo Toulouse prend un relief tout particulier ces jours-ci, parce que le déconfinement pose des questions, et comme il est progressif, forcément, la demande de renseignement, elle est très forte, elle est très légitime, elle est très utile, elle ne va pas cesser au cours des semaines à venir. Il y a 10 opérateurs qui sont là, 24 heures sur 24, et c'est important. Un message à l'attention des seniors. Pourquoi? Parce que les seniors, j'avais inauguré pour eux il y a quelques semaines avant le début du confinement et de la crise, le point info senior. Le point info senior, il est fermé pour des raisons de respect des règles sanitaires. Par définition, c'est un lieu de regroupement où on fait la queue et évidemment, les publics concernés sont des personnes qui ont l'âge des seniors. Donc, nous ne redémarrons pas ce service. Et donc, il y a des seniors qui se demandent, mais comment fait-on? Où puis-je avoir des renseignements?
Donc, les choses sont très simples. Je le dis au Seigneur de Toulouse à travers vous. Le service Allo Toulouse prend en charge toutes les demandes de renseignements qui vous concernent et en particulier une demande qui est en train de se développer depuis quelques jours. Ce sont les seniors qui souhaitent se faire inscrire avant l'été en prévention de la canicule. Vous savez que nous tenons à jour un repérage précis, personnalisé des seniors isolés qui sont potentiellement fragilisés en temps de canicule. Et donc, ils doivent savoir que nous sommes mobilisés et à défaut de l'être, à travers la structure que nous leur avons dédiée, eh bien, Allo Toulouse est leur interlocuteur pour le moment. Les restaurants seniors, donc, nous ne les réouvrirons pas tout de suite, hein, parce que par définition, ce sont des lieux de regroupement. Un mot sur la police municipale. Vous savez que c'est un service qui n'a jamais cessé de fonctionner et qui a été extrêmement utile pendant la période du confinement. Bien évidemment, c'est un service qui a continué cette semaine, qui continue encore. Et il y a une nouveauté importante aussi pour les Toulousains, c'est que le service de la fourrière a repris. Il a repris depuis lundi, ce qui veut dire, je tiens à être clair vis-à-vis de mes concitoyens toulousains, à partir du moment où nous nous déconfinons, également tout ce qui est comportement incivique sur le plan du stationnement gênant, stationnement irrégulier, voiture ventouse, forcément, nous réprimandons. Et donc, le service de la fourrière, il reprend du service, c'est le cas de le dire. Également, pour cela, il en va de la mobilité et de la fluidité des déplacements automobiles dans notre ville. Les espaces verts, c'est la réouverture progressive. On a commencé avec une vingtaine d'espaces verts cette semaine. La semaine prochaine, on continue avec une trentaine. Je rappelle qu'au total, il y a 225, pas moins de 225 espaces verts municipaux, évidemment de taille et d'aménagement très, très différents. Il y en a 40 qui sont de manière habituelle fermés, clôturés, et vous en avez 185 qui sont, je dirais, d'accès libre, et qui ont été à l'époque du confinement, barriérés. Donc, nous les avons débarriérés, si je peux m'exprimer ainsi. Et j'ai pas mal de retours depuis quelques jours des Toulousains qui s'étonnent parce qu'ils retrouvent ces espaces verts et ils s'étonnent de voir la végétation qui a poussé, qui a envahi les espaces. Ils ne comprennent pas. Ils croient que nos agents sont aux abonnés absents. Donc, je suis tenu de faire de la pédagogie et j'ai besoin aussi que la presse, si vous le voulez bien, en fasse un peu parce que les Toulousains doivent comprendre que ça n'est pas négligence, ça n'est pas que nos agents sont au repos, au contraire, ils se remobilisent pleinement, mais simplement remettre à niveau 225 espaces verts, ça ne se fait pas en une semaine, ça ne se fait pas non plus en 2 semaines, il faut du temps parce que les épisodes météo ne nous ont pas épargnés et ont provoqué cette poussée de la végétation. Et puis, il faut également opérer des visites de sécurité parce que il y a eu parfois des intrusions indésirables, des objets qui peuvent être dangereux pour des enfants enfouis sous désormais des herbes. Donc tout ça doit être regardé. Des branches ont pu tomber et également créer un danger. Donc nous remettons à niveau l'ensemble de ces espaces verts en maintenant interdit l'accès aux aires de jeu parce qu'évidemment, les aires de jeu, ce sont des enfants, ils touchent, bon, c'est ingérable, chacun le comprend, du moins dans le court terme. Donc, voilà exactement la situation des espaces verts. Et donc, au fur et à mesure des semaines, on va les réouvrir et en même temps qu'on les réouvre, on les remet à niveau. Les bibliothèques, là aussi, il y a beaucoup de questions sur les bibliothèques. Quand est-ce qu'elles ouvrent les bibliothèques? Alors, effectivement, de point de vue juridique, elles peuvent ouvrir depuis cette semaine. Mais là aussi, il y a toute une réorganisation à penser. Et pour penser cette organisation, surtout dans les, je dirais, petites bibliothèques, puisque je rappelle que l'interdiction d'accès demeure pour les grandes médiathèques et les grands espaces culturels, bah, nous nous appuyons sur la compétence des agents. Donc les agents, brutalement, ils ont été, je dirais,
renvoyés chez eux au début du confinement lorsqu'on a fermé toutes ces structures. Ils reviennent depuis cette semaine et en revenant, qu'est-ce qu'ils font? Ils sont en train, avec les règles sanitaires, ils sont en train d'imaginer une nouvelle organisation, un nouveau fonctionnement. Ça ne s'est jamais passé, ça prend du temps. Ils n'ont pas pu se réunir, évidemment, pendant la période du confinement. Et donc, je préfère là aussi que l'on prenne du temps dans l'intérêt des agents et de leur sécurité sanitaire, mais aussi, évidemment, dans l'intérêt des Toulousains qui fréquenteront les bibliothèques. Il faut que tout ça soit bien organisé pour qu'il n'y ait aucun risque à partir du moment où elles seront réouvertes. Et donc, on s'est fixé comme objectif de les réouvrir à partir du 3 juin, mais les Toulousains doivent savoir que nous y travaillons et nos agents que je remercie en premier lieu. Les cimetières, ils réouvrent depuis cette semaine. Les services de l'état civil également réouvrent cette semaine. Il a été possible pendant toute la durée du confinement d'aller déclarer une naissance, un décès, une reconnaissance d'enfant, pas plus. À partir de cette semaine, nous redémarrons la possibilité pour les couples qui ont pour projet de se marier, les rendez-vous pour établir le dossier. Donc, nous redémarrons les formalités de l'état civil. Et puis, tous ceux qui ont besoin de se procurer des actes de naissance, de mariage, de décès, le peuvent, qu'ils soient particuliers, professionnels ou administration, de même que est possible depuis cette semaine la remise à jour du livret de famille. Donc, vous voyez, les choses redémarrent. Par contre, et là aussi je tiens à être très très clair, la célébration des mariages elle-même ne redémarre pas. Pourquoi? Parce que nous attendons un feu vert du gouvernement. Les mariages civils ne peuvent pas être célébrés, et ce, sur l'ensemble du territoire national. Donc nous attendons l'autorisation nationale, et seuls quelques mariages sont, je dirais, célébrés à titre exceptionnel sur décision spéciale et individuelle du procureur de la République. Les mairies de quartier, les maisons de la citoyenneté et l'hôtel de ville ont retrouvé leur fonctionnalité à partir d'aujourd'hui. À partir d'aujourd'hui, le 15 mai, à l'exception des mairies de quartier de Saint-Simon, de la Cartoucherie et de Bonnefoy. Donc c'est important que les Toulousains sachent que ces services publics fort utiles et qu'ils pratiquent avec beaucoup d'appétence redeviennent à leur disposition près de chez eux. Piscine et gymnase, donc ça reste fermé, chacun l'a compris. On est en attente d'une autorisation gouvernementale qui, là aussi, sera valable pour l'ensemble du territoire national. Les terrains de sport, ils étaient en accès libre avant le confinement, donc bien évidemment, ils demeurent accessibles. Je le précise parce que là aussi, on m'interroge. Les bases de loisirs, elles ont réouvert cette semaine. Argoulet, Pêche-David, ainsi que Sesquières et Laramé. Alors, Sesquières et Laramé, les bases de loisirs réouvrent, pour autant, pas l'espace nautique, bien évidemment. Chacun le comprend bien. On ne peut pas ne pas réouvrir les piscines et ouvrir les espaces nautiques. Donc là-dessus, on est dans l'attente d'une décision de l'État. Pour les associations, les demandes de prêts, de location de salles, elles vont devenir possibles, alors pas tout de suite, à partir du 2 juin. Et évidemment, chacun le comprend bien, les activités physiques à l'intérieur de ces équipements vont demeurer un certain temps interdites. Les centres de loisirs, on me demande très régulièrement, mais quand est-ce qu'on va pouvoir commencer les inscriptions des centres de loisirs? Eh bien, ça commence le 20 mai, donc mercredi prochain. Je crois que c'est une nouvelle très attendue par les familles. Alors, les transports et la circulation, je vais demander à Jean-Michel de faire le point. On a donné en début de semaine les premiers chiffres, mais je vais lui demander de les actualiser. Oui, alors ça a été une semaine assez stable. On pensait qu'il y aurait une hausse continue des dispositifs. Le métro et le bus sont descendus à 10% de fréquentation, c'était le chiffre qu'on avait donné. On est monté cette semaine à 25% avec une certaine stabilité. C'est-à-dire, pour vous donner un chiffre précis, 100 000 personnes
environ presque 100 000 personnes qui ont été transportées. C'est une hausse significative. Ce n'est pas pour autant le raz-de-marée qu'on attendait. Ça s'est particulièrement bien passé. J'étais encore il y a quelques minutes avec le préfet dans le métro. On a fait un parcours pour vérifier que tout soit en place. Les choses se passent bien. Peu d'incidents. Plus de 95% des passagers qui arrivent avec le masque. On a mis en place, grâce d'ailleurs à l'aide de la préfecture, un système de distribution de masques pour ceux qui n'en ont pas, avec explication pédagogique. Les choses sont apaisées et on a le sentiment que le Toulousain, il a bien intégré ce dispositif. Sur le trafic voiture, on avait baissé pendant la crise de 55 à 60% des flux de voitures. On a une hausse par rapport à la situation antérieure qui est de l'ordre de 30%, ce qui veut dire qu'il y a une progression, mais on est très loin des embouteillages actuels, selon les voiries, parce qu'il y a des voiries variables sur ça. Sur Toulouse, on est à un usage qui va de 50% à 70% sur certains axes stratégiques. Voilà grosso modo la situation. Donc une situation qui se développe, qui progresse en termes de flux, mais de manière très régulière. Un petit point intéressant, sur le métro par exemple, on n'a pas retrouvé le pic du matin et le pic du soir. On est sur une fréquentation qui est stable, toute la journée stable. Donc, plus facile à gérer pour nous que le dispositif précédent. Voilà quelques mots sur la circulation des transports. Merci Jean-Michel. Alors, les écoles, c'est évidemment le point qui nous a occupé le plus cette semaine. Donc, là aussi, j'ai vu parfois écrire des choses qui n'étaient pas exactes, donc je vais mettre au point certaines choses. D'abord, nous avons souhaité la réouverture d'un tiers des écoles. Nous avons proposé que ce soit à l'échelle des bassins scolaires qui ont l'avantage d'être répartis de manière équilibrée géographiquement sur l'ensemble du territoire communal, et l'Éducation nationale a accepté notre proposition, et bien évidemment, les réouvertures d'écoles ont été validées par l'Éducation nationale. Il n'y a jamais eu de problème là-dessus. J'ai vu deux choses que je souhaite démentir. D'abord, j'ai lu dans un organe de presse le 14 mai dernier, Jean-Luc Moudin, qu'il s'adresse aux Toulousains sur son site Facebook. Il milite pour une ouverture globale des écoles d'ici le 1er juin, proposition qui lui a été refusée, dit-il, par le rectorat. C'est faux. C'est faux. Jamais le rectorat n'a refusé qu'on ouvre les écoles le 1er juin. Et d'ailleurs, le recteur et moi, nous y avons travaillé avec Marion Lalanne pour ce qui concerne la mairie et les services du rectorat et de la collectivité. Et justement, ce que je souhaitais être l'objectif il y a quelques jours est devenu un objectif partagé, validé, et on s'est organisé pour. Donc il y a, je dirais là-dessus, un commentaire de presse erroné. Et puis après, comme maire, il me revient aussi de dire, lorsque un membre du conseil municipal exprime des choses qui sont contraires à la vérité, de rétablir cette vérité. C'est ainsi qu'un conseil municipal d'opposition, Antoine Maurice, déclare « Toulouse est la seule grande ville qui n'ait pas réouvert l'ensemble de ses écoles ». Il affirme qu'il aurait préféré prendre le temps de la réouverture. Bon, chacun aura noté la contradiction, puisque d'un côté, ce collègue semble regretter qu'on n'ait pas ouvert toutes les écoles, il prétend que les autres villes ont fait ça, et que Toulouse est la seule, et en même temps, il dit qu'il aurait préféré prendre du temps. Bon, première contradiction. Heureusement que M. Maurice n'est pas adjoint aux affaires scolaires et que nous avons Marion Lalanne de l'Aubadère. Et il dit cela. Quelle est la vérité? Alors, bien évidemment, les réouvertures d'écoles en nombre sont extrêmement contrastées sur l'ensemble du territoire national et parmi les grandes villes. Anne Hidalgo, par exemple, avait annoncé il y a quelque temps qu'il y aurait grosso modo 10 à 15% seulement des élèves qui rentreraient cette semaine à Paris, et il a été confirmé que ça avait été le cas. Je crois savoir que Paris a pour majorité municipale à laquelle
la tendance politique de M. Maurice participe pleinement. Voilà. En plus, est-ce qu'il aurait été nécessaire de tout réouvrir? Je rappelle que l'orientation fixée par le ministre de l'Éducation nationale indique que cette semaine et la semaine prochaine, pour ce qui concerne le premier degré, c'est uniquement les enfants de CP, de CM2 et de CE1 dans les REP qui sont appelés à rentrer et que les autres niveaux sont appelés à rentrer uniquement à partir du 25. Donc, effectivement, personne n'a défendu une réouverture totale et générale dès cette semaine. Personne. Ni les enseignants, ni les services du rectorat, par définition, ni même la collectivité. Je tenais à faire cette mise au point, eu égard d'abord aux fausses nouvelles et ensuite aux mauvaises interprétations. Alors, comment s'est passée cette rentrée? Ben, écoutez, elle s'est bien passée. Elle s'est passée en douceur, effectivement. Il faut reconnaître que la fréquentation des écoles que nous avions réouvertes a été en dessous des prévisions, y compris d'ailleurs en dessous de l'intention exprimée quelques jours auparavant par les parents d'élèves, puisque l'Éducation nationale avait, à Toulouse comme ailleurs, sondé les parents d'élèves dans les écoles qui réouvraient, et en les sondant il y a une semaine, 10 jours, ils avaient enregistré un souhait, un pourcentage, qui s'est avéré démenti par les faits cette semaine. Ce qui montre bien que on a réouvert, je dirais, assez d'écoles dans cette première étape, et on sait même que la réouverture était sur des capacités donc bien supérieures à l'usage qui a été fait. Mais le plus important pour nous, et je l'avais dit, redit, martelé, Marion y a travaillé avec les services, c'est que la réouverture, pour partielle qu'elle soit parfaite sur le plan de la sécurité sanitaire. Et elle l'a été. Il n'y a eu aucun incident, aucun problème nulle part, aucune polémique. Et moi, je tiens à remercier tous les agents, tant les agents de l'Éducation nationale qui se sont beaucoup investis, que les agents de la collectivité qui, eux aussi, ont été parfaitement au rendez-vous. Donc, nous poursuivons la stratégie, c'est-à-dire une réouverture progressive, mais la progressivité ne se fait pas au détriment de la sécurité sanitaire. Voilà. Plutôt que de tout réouvrir à la va-vite, mais avec du bricolage sanitaire, nous restons sur notre ligne, réouverture progressive, mais chaque fois consolidée sur le plan de la sécurité sanitaire. Alors, je suis conscient, je l'ai dit, et d'ailleurs tout le monde l'admet, que la situation de certains parents d'élèves toulousains n'est pas facile aujourd'hui. Elle n'est pas facile parce que ils auraient aimé reprendre leur travail, leur employeur leur demande de reprendre le travail, mais ils n'ont pas de solution de garde pour leur enfant, et l'enfant lui-même n'a pas repris le chemin de l'école. Donc c'est un véritable problème. J'en ai parlé au recteur mardi matin. Il était évidemment très conscient de tout cela, et je veux saluer le travail très positif qui a été fait depuis. J'ai même fait un tweet, je crois, mercredi en début d'après-midi, lorsque, ayant fait le point avec ma collègue, on a vu que cette conversation du mardi matin avait été très utile, hein, puisque le travail, je dirais, a pris un nouvel essor entre l'éducation nationale et la mairie, et que les objectifs que pour ma part je souhaitais, que j'avais exprimés, ont été, je dirais, partagés pleinement et très harmonieusement, je dois le dire, dans un climat extrêmement constructif, avec une volonté d'avancer, d'aboutir dans l'intérêt des familles. Et donc, nous avons annoncé, monsieur le recteur Delaunay et moi, en début d'après-midi, que 41 écoles supplémentaires réouvriraient au 25 mai, ce qui veut dire qu'on est à 53% du nombre d'écoles, et que au 1er juin, effectivement, la totalité des écoles élémentaires
réouvrirait, et un certain nombre d'écoles maternelles, mais nous savons bien que les enjeux ne sont pas les mêmes. Donc je considère que la tâche est ardue, que le travail fourni est dense, mais que la volonté est forte et que nous arriverons à un résultat dans l'intérêt des familles et des enfants. Un petit mot sur l'accueil de loisirs et les garderies du mercredi après-midi. Ça, c'est un service municipal, strictement. L'ouverture de ce service municipal est prévue à partir du 25 mai dans les écoles qui sont concernées par ce service. Alors, pour faire face à tout ça, pour tenir ces objectifs, on va mettre les moyens. On va mettre les moyens, et comme on a un certain nombre d'agents qui ont des comorbidités, qui ont des pathologies qui les mettent en situation de risque par rapport à la situation sanitaire, on sait très bien que dans les semaines à venir, ils ne pourront pas être au rendez-vous. Donc nous avons, avec mes collègues, procédé à des opérations d'appel pour recrutement. Donc on va recruter des agents temporaires. On va également redéployer des agents techniques qui sont dans d'autres directions que la direction de l'éducation de la mairie pour les mobiliser ces quelques semaines dans les écoles concernées. Et puis, on va faire appel aussi à des prestataires extérieurs. Et je crois qu'avec l'ensemble de ces procédures qui sont enclenchées, nous serons pleinement au rendez-vous des objectifs que le recteur et moi avons validés conjointement. Voilà. Ensuite, les CLAE ont redémarré, et ça, je dois dire que c'est un atout de la ville de Toulouse. Hein, quand on compare justement les réouvertures qui, cette semaine, concernent les grandes villes de France, nous nous distinguons par rapport aux autres villes en apportant justement ce service auquel les familles sont extrêmement attachées, à savoir des CLAE, et des CLAE sur les horaires habituels, c'est-à-dire depuis 7h30 du matin jusqu'à 18h30. Et je peux vous dire que ça rend grandement service aux familles. Voilà. J'avais souhaité, je m'étais exprimé là-dessus, vous le savez, que les enfants des enseignants et des agents de la collectivité qui travaillent dans les écoles soient considérés comme prioritaires dans l'accueil. Bon, ça n'avait pas été pris en compte, je l'avais dit, par l'administration de l'éducation nationale, mais c'était une prise en compte nationale. On a eu ce problème sur l'ensemble du territoire national. Il n'y avait pas un problème particulier à Toulouse. Écoutez, maintenant, je crois pouvoir dire que ça a été pris en compte. J'en suis heureux parce que c'est ça qui va permettre de débloquer la situation, de mobiliser davantage de moyens humains, de réouvrir les écoles et de rendre service à davantage de familles. Voilà, j'ai exprimé un coup de gueule, mais c'était un coup de gueule constructif, et je crois que ça a été utile. En tout cas, on va de l'avant, on travaille de manière fructueuse, et je crois que c'est une bonne chose. Une Oui. question peut-être sur les écoles. Ah, une question sur les écoles spécifiquement. Bon, donc je parle des crèches après. Ok, donc s'il y a des questions sur les écoles, Marion et moi, nous les prenons. Béatrice Collin. Alors, c'est Béatrice Collin. Je ne sais pas si elle apparaît à l'écran ou si c'est par voix écrite. Est-ce que vous m'entendez? On la voit et on l'entend. Tout va bien. Super. Bonjour. Bonjour. Des précisions sur les écoles. La première chose sur le bilan, concernant le bilan, donc vous nous avez parlé du nombre d'écoles ouvertes, effectivement, mais le taux de scolarisation, est-ce que vous avez une idée du nombre d'enfants qui sont venus? Non, je ne l'ai pas pour une raison très simple. C'est qu'il y a des écoles qui ont rouvert mardi, d'autres qui réouvraient hier. Donc, pour que le bilan soit, je dirais, parfaitement juste, il est beaucoup plus, je dirais, rigoureux d'attendre ce soir. Et donc, on aura la statistique par l'éducation nationale, je pense, dans la soirée. Et donc, à ce moment-là, on pourra vous communiquer le bilan. Très bien. Donc, je vais sur les crèches. Donc, la rentrée s'est passée sans problème. Je crois que Laurence pourra nous le
confirmer si besoin est. Là aussi, la priorité, elle avait été la sécurité, hein, la sécurité sanitaire pour tous, à la fois pour le personnel et pour les enfants. Les familles, d'après les retours qu'on a eus, ont été rassurées sur la mise en œuvre du protocole sanitaire. Toutes les crèches qui devaient réouvrir, il y en avait 41 structures au total, ont bel et bien réouvert. Donc, on a été au rendez-vous. Et puis, s'agissant des crèches familiales, 70% des effectifs ont repris leur activité. Ça représente 139 assistantes maternelles. Et ça aussi, je tenais à le dire. Voilà. Donc, merci une fois de plus aux agents. Alors, sur les commerces. Les commerces, alors d'abord, un deuxième bravo à quelqu'un qui n'est pas là, hein, bravo à monsieur le préfet Étienne Guyot, parce qu'il a pris, vous le savez, un arrêté d'interdiction de la manifestation prévue demain, manifestation dite des Gilets jaunes. Moi, je ne les appelle plus les Gilets jaunes, parce que les Gilets jaunes, initialement, ils défendaient des causes qui, à mon avis, étaient tout à fait entendables et légitimes. J'ai toujours regretté que des extrémistes et des violents se glissent à l'intérieur des manifestations. Mais bon, ce qu'il en restait avant la crise du Covid, ce n'était plus les Gilets jaunes, selon moi. C'était des protestataires, soit extrêmes, soit pour une minorité d'entre eux, des violents. Vous savez combien cela a causé du tort à nos commerces. Nos commerces ont souffert véritablement pendant 18 mois à un point qu'ils n'avaient jamais connu. Et évidemment, qui c'est qui souffre le plus? Ce sont les petits. Les petits, les indépendants, les commerces familiaux, même si tous les commerces ont souffert. Et puis, en dehors de la souffrance commerciale, il y a eu le fait que on a durablement perturbé la libre circulation des Toulousains et des non-Toulousains qui venaient à Toulouse samedi après-midi pour se promener, pour aller dans des commerces ou ne pas y aller d'ailleurs. Hein. Et donc, ils ont pris l'habitude, on le sait, de se détourner de notre centre-ville, ce qui est une très très mauvaise chose. Et puis donc, après ces 18 mois terribles de samedi noir, eh bien, les 2 mois de confinement ont été, alors là, extrêmement préjudiciables, je n'ai pas besoin de vous le dire, tout le monde le sait, au commerce. Et après les 18 mois qui précédaient, franchement, ils n'avaient pas besoin de ça. Et donc aujourd'hui, beaucoup d'entre eux sont en danger de mort. Ça représente des milliers d'emplois, ça représente de nombreuses familles qui sont menacées de précarité quasi immédiate. Alors, effectivement, nous nous sommes mobilisés avec mes collègues, d'abord en faveur des marchés, vous le savez, hein, puisque Toulouse, et je remercie le préfet Guyot une fois de plus, Toulouse a été parmi les grandes villes françaises celle qui a vu réouvrir le plus de marchés. On a été très insistant, mais également, je le crois pouvoir le dire, très professionnel, parce que les réouvertures étaient chaque fois accompagnées de protocoles de sécurité sanitaire extrêmement rigoureux. Donc tous les marchés réouvrent, ont réouvert cette semaine. Il y en a 2, je crois, qui restent à réouvrir, Sept-Deniers et Bellefontaine. Et partout, je suis allé hier matin avec Jean-Jacques Bolzan et Laurence Arrivagé, la maire de quartier, sur le marché du cristal, ô combien emblématique, et un marché où il y a un enjeu social, hein, parce que le niveau de prix du cristal, c'est historique, hein, permet à des Toulousains de venir de très très loin. Et donc tout le monde était content de cette réouverture, et puis j'ai pu voir concrètement l'extrême rigueur de l'écartement des étals, de la réduction des étals, des mesures de recul et, je dirais, toutes les procédures qui désormais font que le client ne peut plus toucher les produits. Donc les choses vraiment ont été mises en place de manière rigoureuse. Merci une fois de plus aux professionnels qui savent qu'on est à leur côté. Et puis maintenant, je souhaite que la clientèle revienne vite. Hein. Comme beaucoup de Toulousains, à la mairie de Toulouse, on croit au circuit court, on est pour le bio,
on est pour le soutien à l'agriculture régionale, on est pour les produits de qualité et authentiques, on n'est pas pour le manger n'importe quoi dans l'assiette. Donc, vivement que ces marchés, en respectant le protocole sanitaire, puissent prendre leur essor. Alors, il y a la situation des bars, des restaurants et des cafés. C'est une situation extrêmement préoccupante. Vous savez que la récession économique du pays est estimée autour de 35%. Pour ce secteur-là, elle est estimée entre 90 et 95%. C'est un des secteurs qui souffre le plus avec l'événementiel. Et il s'agit d'un véritable poumon économique que là aussi on ne peut pas ignorer. Pour le moment, pas d'autorisation d'exploitation, mais annonce par le Premier ministre de la date du 2 juin pour la reprise de ces activités. Vous savez que j'aurais souhaité que ce soit un petit peu plus rapide dans les départements verts, mais je n'ai pas été malheureusement entendu. Vous le savez, les professionnels de ce secteur ont formulé une proposition originale. Ils ont calculé qu'avec ce que l'on sait des règles sanitaires possibles, je dois préciser qu'on est dans l'attente d'un protocole sanitaire officiel précis pour ce type d'activité. Mais de l'information que les organisations professionnelles ont à ce stade, eh bien, sont faites des projections sur l'exploitation et grosso modo, en termes de capacité d'exploitation, ce qui se profile, c'est une perte de potentialité d'environ des 2 tiers. Donc, c'est dire que même la réouverture ne va pas empêcher la mise en danger et en danger de mort de beaucoup d'entre eux. Alors, ils se sont regroupés et tous les organismes professionnels unis sont venus nous présenter une proposition, plutôt 2 propositions. Première proposition, c'est de créer des food trucks et des implantations dans des quartiers périphériques où il y a une offre qui est défaillante. Là, c'est un sujet que l'on travaille et, à mon avis, qui ne devrait pas poser beaucoup de difficultés. Et puis, proposition plus audacieuse, c'est, principalement dans un centre-ville, il faut bien le dire, regarder si on peut maintenir le potentiel d'exploitation, mais en l'étirant, en étirant la disposition des tables sur l'espace public. Alors, maintenir la totalité du potentiel, c'est un idéal et on peut y adhérer. Si déjà je dirais, on évite une réduction des 2 tiers et à défaut d'avoir la totalité du potentiel maintenu, si on peut en sauver une grande partie, je pense que c'est un objectif qui est à considérer. Donc voilà, l'idée c'est extension temporaire de l'espace dévolu aux terrasses. Et là aussi, je suis obligé de faire une mise au point. Une mise au point parce que j'ai vu des annonces de presse qui m'ont semblé un petit peu rapides. J'ai lu les restaurants autorisés à s'étendre dans les rues. Quand on lit cet article, on a l'impression que ça y est, on a délivré les autorisations, que la discussion est terminée. Et puis, j'ai lu également un autre article de presse. Toulouse, les bars et les restaurants vont pouvoir étendre leurs terrasses dans les rues et places. Comme si tout ça était fait. Non, je dois aux Toulousains la vérité. Nous sommes d'accord sur le principe pour aller vers ça, mais j'ai posé des conditions. J'ai posé des conditions que les professionnels ont acceptées. Et comme visiblement ces conditions n'ont pas retenu l'attention de certains, je suis tenu d'insister à travers cette rencontre. 6 conditions. J'ai posé 6 conditions puisque j'ai présidé la réunion, le début de la réunion. Jean-Jacques Bolzan, Julie Escudier, Jean-Michel Lab, les services ont continué la réunion avec Jean-Baptiste de Scorail et les professionnels après moi. Première condition, limitation du bruit. Voilà, il faut qu'il y ait un protocole de bruit. Il ne faut pas le niveau de bruit habituel. Deuxième condition qui va à la première, pas de musique. C'est important. Troisième condition, un accès piéton et un accès aux personnes handicapées garanti. Pas question d'avoir des terrasses qui empêchent cet accès piéton et cet accès pour les personnes handicapées. Quatrième condition, l'accès secours doit être garanti. Pas question là aussi d'obstruer des rues ou des morceaux de rue. Et si
quelqu'un malheureusement se trouve mal, s'il y a un incendie, que les pompiers, les ambulances soient empêchés d'accéder. Ça serait dramatique. Cinquième condition, c'est Jean-Michel Matte qui va veiller à ça, la cohérence avec le plan de circulation, bien évidemment. Et puis, sixième condition, il faudra la remplir, avoir l'accord des riverains. Et en cela, je tiens à démentir une affirmation extrêmement polémique d'une association toulousaine, l'association BVTC, qui a osé écrire l'idée globale est de transformer la ville au plus vite en une feria permanente. Nous n'y avons vu aucune notion sanitaire, aucune action en faveur des commerces les plus fragiles. C'est scandaleux de dire des choses comme ça. Bien évidemment, il ne s'agit pas de faire une feria permanente. Et puis, quand on dit aucune notion sanitaire, ben, au contraire, c'est justement parce qu'il y a un protocole sanitaire drastique qu'il y a ces problèmes et qu'il y a cette idée d'avoir un format exceptionnel pour les terrasses en question. Et quand on écrit, enfin quand ils écrivent aucune action en faveur des commerces les plus fragiles, mais c'est quoi la fragilité d'un commerce? Est-ce que ces commerces ne sont pas en état de fragilité totale? Voilà, donc je tiens à dire combien j'étais choqué par ce commentaire, et donc je ne veux pas que les Toulousains se laissent abuser par ce type de polémique, bien évidemment pas. Il s'agit d'être attentif aux plus fragiles, il s'agit d'être attentif au protocole sanitaire, et il ne s'agit pas d'instaurer une feria permanente, mais au contraire d'avoir une conciliation entre le maintien d'une activité économique qui participe au vivre ensemble. On en a besoin de vivre ensemble. On a besoin de chaleur humaine et de lien social par les temps qui courent et dans les semaines, dans les mois à venir. Mais qui concilie tout cela avec la tranquillité des riverains. Et quand on est un riverain, on a un droit parfaitement légitime à la tranquillité. Et si je souhaite cette concertation avec les riverains, qui aura lieu dans un second temps, c'est parce que j'y suis extrêmement attaché. Donc, dans un premier temps, sous l'autorité de Jean-Jacques Bolzan, les services regardent avec les professionnels, je dirais, les projets qui vont être déposés par les uns, par les autres. On regarde la faisabilité, on regarde que toutes les conditions soient remplies. Et puis, quand c'est prêt, deuxième temps, temps de concertation avec les associations de riverains pour qu'effectivement, il y ait une adhésion. Et d'ailleurs, l'association BVTC est dans la polémique, pour autant, elle ne sera pas écartée. Elle sera dans le circuit de concertation que nous aurons à organiser. Donc voilà ce que je voulais dire sur cette reprise. Quelques mots, enfin plutôt quelques chiffres que je vous donne toutes les semaines. 141 kits de première nécessité qui ont été livrés la semaine écoulée, 460 repas seniors livrés cette semaine, 470 la semaine prochaine. Voilà, mesdames et messieurs, donc quelques points sur cette rentrée en forme de déconfinement. Et puis maintenant, mes collègues et moi, nous sommes à votre disposition pour répondre, dans la mesure de nos possibilités, à vos questions. Béatrice Collin a été coupée. Ah, Béatrice Collin. Le retour, excusez-moi. Je vous en prie. J'ai été coupée et ça va peut-être couper encore. Vous m'entendez? Ah, je vous entends là, oui. Ouais. Sur les écoles, est-ce que Madame Lalanne de Laubader pourrait nous être un peu plus détaillée sur les 41 écoles? A priori, vous nous avez dit, c'est plutôt les primaires que les maternelles, c'est ça? Vous avez semblé dire, hein, dans la deuxième vague. Est-ce que dans cette deuxième vague, on reste sur un processus progressif CP, CM2, grande section, ou est-ce qu'on attaque directement dans le vif du sujet avec toutes les sections qui pourraient reprendre dans les écoles, les 40 écoles supplémentaires de 25, puis la totalité le 1er juin? Ok, alors Marion va répondre. Je précise une chose. La totalité le 1er juin, effectivement, c'est le 1er juin, ce n'est pas le 25 mai, et c'est la totalité des élémentaires. C'est ça. Voilà. Alors, Marion, si votre micro... Donc, oui, c'est bon. Est-ce que ça fonctionne? Oui. Ça fonctionne.
Donc, les 41 écoles là, qui ouvrent le 25, les 41 supplémentaires, donc on passe à 53% des écoles ouvertes à Toulouse, c'est autant de maternelle que d'élémentaire. On reste sur cette parité maternelle-élémentaire. Voilà, l'éducation nationale y tient beaucoup, et donc ça nous semblait important, puisque le gouvernement a ciblé grandes sections CP, CM2, d'offrir cette possibilité, contrairement à d'autres villes qui ont fait d'autres choix. Nous, on a fait le choix d'ouvrir à parité maternelle-élémentaire. Voilà. Et le 1er juin, 100% des écoles, on est encore en train de travailler, on devrait pouvoir réussir à faire 100% des 206 écoles, on aura l'occasion de l'affiner, donc 100% des élémentaires, c'est certain, et probablement 100% des 206 écoles, mais vous l'avez compris, c'est question de personnel, donc ils sont en train d'être travaillés avec tout le monde très mobilisé. Voilà. Et après, une augmentation aussi pour les écoles de l'éducation prioritaire, où on va passer à 73% des écoles de l'éducation prioritaire ouvertes pour le 25. Le plan de recrutement, c'est quoi de personnel pour compenser le manque de personnel? C'est pas que pour compenser le manque, c'est aussi parce qu'il faut plus d'agents compte tenu du protocole sanitaire. On avait une réunion France urbaine tout à l'heure. Toutes les grandes villes trouvent que ce protocole est difficilement applicable avec les agents dont on dispose habituellement et qu'il faut donc des agents supplémentaires. Donc, c'est compliqué puisqu'on a des agents en garde d'enfants, vous l'avez compris, des agents en maladie ou en fragilité de santé. Donc ceux-là, en tout cas, aujourd'hui, ils doivent rester chez eux. Donc, il faut les remplacer. Et donc, c'est pas qu'il nous manque des agents, c'est pas qu'on n'en a pas assez à Toulouse, c'est que compte tenu du protocole, il en faut encore plus. Et donc, nous sommes en train de recruter 140 agents contractuels, donc c'est en cours là, plus des renforts des agents des autres directions qui n'ont pas encore ouvert, plus de l'intérim, plus on est en train de voir si on peut travailler avec des prestataires extérieurs, des entreprises de nettoyage, le cas échéant, et si besoin. Voilà. Et donc, ça nous permet cette montée en charge progressive. Et encore une fois, il y a peu de villes en fait qui ont tout rouvert déjà, parce qu'on est tous dans cette logique de progressivité et de réassurance, et surtout, on tient beaucoup à ce que notre protocole sanitaire soit parfaitement respecté. Est-ce que vous avez chiffré le surcoût? Alors non, c'est en cours. Là, c'est en cours, mais bien entendu, on fera passer, et notamment au service de l'État, ces informations de surcoût, puisqu'il semblerait, je mets du conditionnel, que les collectivités soient accompagnées. Nous n'avons pas plus d'infos. Tout ça est en cours de chiffrage. Parce que Mais les produits aussi coûtent très cher. Pardon. Ça ne sera pas le critère. Hein. Moi, je tiens à être très clair là-dessus. Hein. Critère numéro 1, absolu, non négociable, sécurité sanitaire. Critère numéro 2, ouvrir le plus le service pour les familles toulousaines. Voilà. Sur les questions des écoles, est-ce qu'il y a d'autres sujets d'interrogation des uns ou des autres? Pour finir, vous avez l'assurance, vous dites, après votre petit coup de gueule sur les agents, vous avez eu l'assurance qu'il y aurait priorité pour les agents de la mairie ou pas? Voilà. C'est finalisé, c'est noir sur blanc? Je l'ai demandé à la fois pour les agents de la mairie qui travaillent dans les écoles et pour les enseignants. Hein, parce que vous imaginez que chez les enseignants, il y a le même problème. Hein, il ne faut pas les oublier. Moi, je ne les oublie pas. Et donc, c'était une demande nationale qui n'avait pas de réponse, effectivement, depuis 10 jours. Et lorsqu'on l'a formulée au niveau local, ben, il n'y avait pas de réponse. Et donc, voilà, je suis content que là-dessus, on ait partagé cet objectif. Voilà, donc le rectorat partage désormais cet objectif avec nous et je lui en suis très reconnaissant. Et je suis reconnaissant au recteur de Launay d'avoir débloqué la situation. En plus, je pense que, puisque j'ai indiqué hein, les choses au niveau de l'administration de l'éducation nationale, je pense aussi qu'on avait un problème en Haute-Garonne, c'est que nous n'avons pas de DAZEN. Et je peux vous dire que ne pas avoir de DAZEN dans la période actuelle, ce n'est pas un atout. Et le recteur de Launay m'a dit que le nouveau DAZEN arrivait lundi, qu'il prenait ses fonctions lundi. Donc ça, c'est quelque chose de très positif et qui va aider à la mise en œuvre effective des objectifs que le recteur et moi avons annoncés, parce que je comprends aussi que le recteur de toute l'Occitanie ne puisse pas lui-même être le DAZEN de la Haute-Garonne. On a d'autres questions de Jean-Noël Gros. Alors, on dit que Oui. M. Gros prend la parole. Vous m'entendez? Je vous entends. Bonjour.
Bonjour. Donc, la réponse, en fait, il ne l'a pas donnée à la garde d'enfants. Partager Si, l'objectif, mais bien elle n'est sûr. pas donnée. Ben si. C'est-à-dire que jusqu'à maintenant, on n'avait pas de réponse. Et donc, de fait, quand on pose une question pendant 15 jours au niveau national et au niveau local, qu'on n'a pas de réponse, c'est que c'est un refus implicite. C'était ça la situation dans laquelle on se trouvait. Donc, mardi matin, je lui en ai parlé. J'ai effectivement exprimé les choses un peu fortement. Dans la foulée, Marion y était. Il y a eu une réunion de travail, il y a eu d'autres réunions depuis, à tel point que, effectivement, nous sommes tombés d'accord pour atteindre cet objectif. On est tombés d'accord pour le mettre en œuvre. Et cet objectif, je le rappelle, hein, ce n'est pas un objectif corporatiste pour, je dirais, les enseignants et les agents municipaux concernés. C'est un objectif qui doit créer un effet de levier en faveur des familles toulousaines et d'un grand nombre d'élèves. Et c'est grâce à cet objectif de garde d'enfants que vous pouvez rouvrir les écoles. C'est grâce à cet objectif qu'on va pouvoir en réouvrir davantage. Pour autant, comme on vous l'a expliqué, ça ne suffit pas. Ça ne suffit pas parce que si nous, on a une part de nos agents qui souffrent de pathologies, qui ne peut pas être mobilisés, si c'est le même cas pour certains enseignants, et si de surcroît, le surplus de superficie à gérer à cause des distanciations exige du personnel supplémentaire, notamment pour le nettoyage, hein, vous imaginez bien qu'il nous faut encore d'autres ressources humaines. Et c'est pour ça que nous avons recours aux 3 moyens que j'ai indiqués, qui sont totalement exceptionnels, hein, prestataires extérieurs, redéploiement d'agents d'autres services et recrutement temporaire. Et avec ça, sous la houlette de Marion et d'Henri, ben, nous pensons effectivement que nous serons au rendez-vous. On a fait nos calculs, hein, parce que tout ça, il y a des ratios. Hein. On sait à peu près qu'il nous faut 4 agents, par exemple, rien que pour faire le nettoyage dans une école. Hein. Donc, on a l'habitude de tout ça, avec des superficies. Donc, c'est pour ça qu'on a pu calculer le nombre de personnel qu'il nous fallait, combien pouvait être mobilisé grâce à ça, et combien il nous restait à trouver en dehors de ce levier des parents aujourd'hui bloqués. Okay. Merci. J'ai une question qui ne porte pas du tout sur les écoles, mais sur les élections municipales, puisque j'ai vu que vous étiez prononcé en faveur d'un second tour en juin dernièrement. Et ça m'a surpris, puisque début avril, vous indiquiez que la période ne serait pas la bonne, qu'il y aurait des drames personnels, des difficultés économiques, et que vous étiez plutôt favorable à un report plus lointain de cette échéance. Vous avez changé d'avis alors. Alors, je vais vous expliquer. Il n'y a pas d'autres questions sur les écoles, au moins? C'est pour être sûr, c'est pour la cohérence des conférences de presse. Billy regarde s'il n'y a pas des questions par écrit. D'accord, ok. Donc, je vais sur cette question. Alors, effectivement, moi, je vous ai donné un sentiment personnel. Je suis président de France Urbaine. Et donc, à France Urbaine, vous savez que je fais une réunion tous les samedis après-midi. Effectivement, c'est affirmé samedi dernier, pour être très précis, c'est affirmé une majorité pour demander le scrutin en juin. J'ai donc été mandaté par France Urbaine, et donc la majorité de France Urbaine, pour demander des élections en juin. Et donc, étant le président de France Urbaine, je les ai demandées en juin. Voilà. Pour autant, je considère que... alors pourquoi en juin? Parce que le fait nouveau par rapport à début avril, il est extrêmement logique. C'est que tout est en train d'être réouvert. Début avril, on n'avait aucune visibilité sur le déconfinement. Là, maintenant, on a le plan de déconfinement. Le déconfinement a commencé et on a des informations sur la deuxième partie. Le Premier ministre en a donné encore sur, je dirais, ce qui se passe après le 2 juin. Donc, effectivement, quelque part, quasiment tout est en train de réouvrir. Et donc, logiquement, beaucoup de maires concernés disent, mais alors, si tout réouvre, comment peut-on comprendre qu'un geste civique qui prend, je dirais, 20 minutes, et qui sera sans doute effectué dans des conditions de précaution sanitaire inédites, drastiques, énormes, encore plus fortes que le 15 mars dernier, comment peut-on comprendre que ça puisse rester de côté? Et puis, il y a un autre fait qui fait bouger les lignes, hein, et d'ailleurs,
j'ai des collègues qui se sont exprimés dans ce sens, maires de grandes villes, c'est que nous voyons tous, malheureusement, dans nos territoires, la crise économique arriver, avec des menaces sur l'emploi, et on n'a pas envie de rester les bras croisés à attendre les élections. Or, nous savons bien que si nous voulons mettre en œuvre des plans de relance, que ce soit au niveau communal et encore plus au niveau des intercommunalités qui ont la compétence économique, effectivement, il vaut mieux que la légitimité de tous les élus soit assise de manière égalitaire entre les élus du premier tour qui vont être installés très prochainement, comme vous le savez, et les élus qui sont en attente. Donc, effectivement, la plupart des collègues ont dit, oulala, mais 88% des intercommunalités françaises ont des conseils municipaux incomplets. Il n'y a que 12% d'entre elles qui ont des conseils municipaux complets. C'est-à-dire qu'à la suite des installations qui vont être faites là, dans les jours à venir, on ne pourra compléter dans la foulée que 12% des intercommunalités françaises, et pas les plus importantes. Donc forcément, on éprouve tous le besoin de travailler, mais pas travailler dans le court terme avec quelques semaines d'avance, mais travailler sur le fond, parce qu'on sait très bien que le redressement, ça ne va pas prendre 6 mois, ça va pas prendre 1 an, ça va prendre des années. Bon, voilà. Et donc, je dirais que pour que les collectivités soient au rendez-vous, effectivement, nous sommes beaucoup de collègues à dire, oulala, mais on ne peut pas rester dans cette situation d'incertitude et d'apesanteur éternellement. Voilà, si vous voulez, les faits nouveaux qui ont fait bouger les lignes. Par contre, en ce qui me concerne, et peut-être plus que mes collègues, effectivement, moi je dis et je martèle que tout ça n'est possible que si les citoyens sont, je dirais, garantis dans une protection sanitaire absolue, et qu'il ne suffit pas qu'il y ait des arguments logiques, et tout ce que je viens de vous dire là, ce sont des arguments logiques. Il faut aussi que les citoyens adhèrent à ça. Parce que s'ils n'adhèrent pas à ça, il se passera ce qui s'est passé le 15 mars dernier. Les élections seront organisées, mais les gens, est-ce qu'ils iront aux urnes? Est-ce qu'ils iront aux urnes? Non. Ils sont rassurés. S'ils sont rassurés que la situation sanitaire s'est améliorée, a continué à s'améliorer, oui, sans doute, ils iront. Si par contre, la peur demeure en eux, on aura beau leur dire plein de choses très logiques, très objectives, incontestables, ils n'iront pas. Et donc, moi, quand mes collègues prennent cette position, je leur dis, écoutez, mes chers collègues, vous avez raison, mais attention, à la fin, c'est le citoyen qui décide. Et le citoyen décidera en fonction de la, voilà, du sentiment qu'il aura de la situation sanitaire. Alors, vous savez que, de toute façon, tout ça, à la fin, ce n'est pas nous qui décidons. Ce qui, d'ailleurs, relativise un peu les prises de parole des élus là-dessus. C'est le gouvernement qui décidera. Et on sait aussi que le gouvernement ne va pas décider tout seul. Il va décider sur préconisation du Conseil scientifique, sous la surveillance du Conseil d'État, en réalité, qui est le gardien de la doctrine juridique, et troisièmement, sous réserve de l'accord du Parlement. Ça fait beaucoup de conditions. Donc, voilà, je vous donne de manière, je crois, assez exhaustive l'explication de ce qui se passe. Mais effectivement, moi, le message à titre personnel que je veux faire passer, et c'est le message que, comme président de France Urbaine, je fais passer à mes collègues, je leur dis attention, attention, il faut garantir aux citoyens une situation sanitaire rétablie. Il faut la leur garantir. Et donc, au jour d'aujourd'hui, je n'ai pas d'éléments. Ces éléments-là, je crois qu'il n'y a que le fameux conseil scientifique qui peut en donner. Je ne suis pas médecin en plus. Donc, voilà, ces éléments-là, ce ne sont pas des éléments politiques. Et ce sont des éléments déterminants. Déterminants. Voilà. Et puis, la peur des gens, ça se respecte. Voilà. On peut la combattre par, je dirais, un échange, des paroles rassurantes,
des mesures de précaution, et c'est notre rôle, hein. Nous sommes élus, nous sommes en responsabilité, donc on doit avoir des comportements responsables. Pour autant, les électeurs, ce sont nos concitoyens, mais ce sont des êtres humains. Voilà, des êtres humains avec des sentiments, et pas uniquement avec des raisonnements. Voilà. Et donc tout ça est très délicat et doit être très précautionneusement abordé. Une question orale de M. Thébault. Monsieur Thébault, que l'on voit. Ah, alors, ben voilà, il a ouvert son micro. Et je me suis déconfiné sous les tropiques. Parfait, il a la chance, Voilà. monsieur Thébault. En fait, j'avais des questions, mais j'ai dû interrompre le suivi pour poser d'autres sujets sur les écoles, donc je mets ça de côté. Est-ce qu'on peut demander, dans la continuité de la thématique sur la confiance, au docteur Lesgourg, autant en tant qu'élu qu'en tant que médecin, s'il accepte de répondre, est-ce que lui-même viendrait… On m'entend bien? Je ne vous vois plus. Oui, je vous entends. On vous entend très bien, on vous entend très bien. S'il accepterait de répondre, est-ce que lui-même irait voter aujourd'hui, et puisque là, je fais plutôt appel à sa qualité de médecin, on sent bien qu'il faut rassurer les gens, à savoir que c'est un docteur de l'âme aussi. Est-ce qu'il accepterait de prendre le risque, avant même la commission nationale qui doit donner son avis, de donner son avis en tant qu'élu et médecin sur est-ce que je dois aller voter ou pas, voilà, pour rassurer ou pas les gens, au moins ici dans cette bonne ville de Toulouse. Une question complémentaire, monsieur Lesgourg, allez-vous intégrer le Conseil scientifique national? Tout à fait. Dans 2-3 jours, je pense. Si le maire de Toulouse me libère. Alors, monsieur Thébault, en tant qu'élu, je pense qu'il faut gérer la crise sanitaire. Alors, je vous redonne l'axe de cette crise sanitaire. En fait, c'est un fait nouveau pour l'élu, pour les acteurs politiques. C'est en fait appliquer une doctrine sanitaire qui est définie par l'État. Donc, c'est ce qu'on a fait depuis 3 mois avec le maire en cible de crise, et puis maintenant avec les élus thématiques qui ont pris le relais pour le déconfinement. Ah oui, ça y est, je vois le palmier. Ouais. Donc, là, l'idée, si vous voulez, en tant qu'élu, c'est de mettre en application la doctrine sanitaire. L'État a dit que c'est le conseil scientifique qui déterminerait la doctrine sanitaire pour le second tour. Ensuite, à eux de décider s'ils veulent l'appliquer ou pas. Mais ça, c'est un choix qui leur appartient. Donc, moi, en tant qu'élu, je respecterai cette ligne. En tant que citoyen, moi, j'irai voter, bien entendu, et je me protégerai autant que faire se peut, puisqu'il faut les masques, il faut les gestes barrières, enfin, vous savez comment ça fonctionne. Maintenant, on ne refait pas le discours, mais c'est essentiel, y compris le masque sur l'espace public. Là, actuellement, donc, on attend le retour du conseil scientifique. C'est lui qui va déterminer les choses. Je pense que quand même, il y aura énormément de craintes au niveau de la population, parce que autant au premier tour, la population n'était pas informée, autant maintenant, elle est largement informée. Donc, le risque, effectivement, c'est une mobilisation partielle, voire très faible, de l'électorat sur cette élection actuellement. Donc, moi, je rejoins tout à fait le questionnement qu'on peut se poser en tant qu'élu, c'est-à-dire que va-t-on avoir les bonnes conditions politiques pour exécuter un scrutin, c'est-à-dire va-t-il y avoir une mobilisation. Donc, je ne peux que faire confiance au conseil scientifique et maintenant au bon sens de notre gouvernement pour avoir bien intégré le fait que la doctrine sanitaire est essentielle maintenant dans ce climat. Moi, j'ai un peu d'inquiétude, si vous voulez, sur ensuite la tenue aussi d'une campagne, parce que quand je vois certaines personnes qui sont candidates aux élections municipales se positionner sur des choses très politiciennes, alors que là, on parle de sauver des vies, je suis quand même assez dubitatif en tant qu'élu, médecin et citoyen. Moi, j'ai 2 choses à ajouter là-dessus, dans le sens de ce qui a été demandé par les journalistes. J'ai dit il y a plusieurs jours, le gouvernement devra suivre l'avis du conseil scientifique, quel qu'il soit. Par définition, je ne le connais pas. Je n'ai pas changé d'avis. Pour moi, c'est quelque chose qui est primordial.
sur le fait de savoir si on vote en juin, en septembre ou je ne sais quand. Et deuxièmement, dans l'hypothèse où juin ne serait pas sûr du point de vue sanitaire, est-ce que ça veut dire que automatiquement septembre, octobre est sûr? Je n'en sais rien, bien évidemment. Donc, attention aussi à un raisonnement qui serait politique, qui consiste à dire on fait les élections en juin ou on les fait en septembre-octobre. Bon, ça, c'est une question de calendrier. Mais une fois de plus, si, comme moi, on considère que le premier critère absolu. Voilà, est-ce que je suis entendu? Oui, c'est bon? Voilà, bon, excusez-moi, l'ordinateur a eu un petit malaise. Voilà, donc ce que j'étais en train de dire, c'est que dans la mesure où, comme moi, on met comme critère absolu la santé des gens, effectivement, on ne peut pas restreindre le débat à juin, septembre, mars ou je ne sais quoi. Enfin, ça n'est plus une question de calendrier. Voilà ce que je veux dire. Hein. Voilà. Moi, je reste sur ma ligne à titre personnel. Hein, c'est la sécurité sanitaire des gens avant tout. Voilà. Alors, est-ce qu'il y a d'autres questions? Il n'y a pas d'autres questions? Des questions écrites. Ah, il y a des questions écrites. Alors, les rumeurs concernant des suppressions massives dans l'aéronautique, notamment chez Airbus, enflent votre réaction? C'est Jean Couder qui pose cette question. On commence à répondre. Alors, attendez. Alors oui, soit je note les questions, soit je réponds une par une. Alors, je vais prendre celle-là. C'est la première question. Alors, donc, sur la question de Jean Couder, effectivement, bon, il y a des rumeurs. Moi, j'ai reçu le premier syndicat d'Airbus en début d'après-midi pour écouter ce qu'ils avaient à me dire. J'avais eu une conversation avec Guillaume Faury il y a environ un mois. Donc, effectivement, je suis la situation de près. Je suis inquiet, hein, bien évidemment. Alors, ma réaction, voilà, c'est une réaction d'inquiétude. Vous savez que j'avais interpellé le gouvernement pour qu'il soit aux côtés d'Airbus, qu'il y a eu une réponse positive de principe à la fois de Bruno Le Maire, à qui j'avais écrit, et de Gérald Darmanin. Bon, maintenant, je crois qu'il y a un travail qui est en cours, et il faut que non seulement Airbus, mais l'ensemble de la filière soit soutenu par le gouvernement, par l'État, à la fois sur des problèmes de court terme et sur, je dirais, des stratégies de moyen et de long terme. Voilà, donc je suis très attentif, bien évidemment. Il y a une deuxième question qui émane de Hugo-Olivier Dumez. Vous avez déclaré sur Public Sénat que le budget des transports avait plongé avec la crise. Vous avez indiqué des craintes concernant le versement mobilité. Vous demandez une compensation de l'État. Par conséquent, le projet de la troisième ligne du métro est-il à l'arrêt? Effectivement, c'est ce que beaucoup aimeraient. Donc, effectivement, bon, ce constat que j'ai fait, c'est un constat que nous faisons tous dans les agglomérations. Hein. Je ne l'ai pas fait à titre personnel pour Toulouse, je ne l'ai pas fait pour la troisième ligne, je l'ai fait et pour nous, bien évidemment, et pour nos projets, mais aussi, là aussi, comme président de France Urbaine, puisque c'était à ce titre principalement que j'étais auditionné et que j'étais invité. Donc, le projet de troisième ligne, nous l'avons, nous le croyons très, très pertinent, et nous pensons que, justement, dans les changements que doit opérer notre société, on ne parle pas beaucoup de l'après-Covid, hein, dans les changements que doit opérer notre société, il y a un certain nombre de principes à retenir. Quelle société on veut pour demain? Et donc ici, quelle ville voulons-nous pour demain? Eh bien, nous voulons une ville qui soit au rendez-vous de la transition énergétique, qui soit plus écologique. Et à partir de là, tous les projets d'investissement les plus structurants en matière de transport en commun, ce sont des projets prioritaires. Et lorsque l'État établira son plan de relance avec une stratégie d'investissement, évidemment, il retiendra des projets de l'État. Mais
je crois pouvoir dire, sans crainte de passer pour un original, qu'il va aussi être attentif aux projets qui se trouvent en région, dans les territoires, et dont les maîtres d'ouvrage sont des collectivités, et notamment les grandes collectivités urbaines, qui sont porteuses des projets d'investissement. Je rappelle que 70% de l'investissement public est porté par les collectivités territoriales, et que sur ces 70%, 60% sont portés par les communes et les intercommunalités, 10% par les autres collectivités. Donc, l'État va demander les projets les plus structurants. Et il va évidemment aider, regarder, considérer les projets qui sont prêts. Et l'avantage de la 3e ligne de métro, c'est que le projet est prêt, qu'il a bénéficié de plus de 5 années de travail, d'un débat public, d'une concertation, d'une enquête publique, d'un avis favorable de la commission d'enquête publique, d'une déclaration d'utilité publique, que le tracé est connu. Bon, autrement dit, c'est un projet qui est extrêmement abouti. Et donc, effectivement, quand l'État nous donnera rendez-vous pour ce plan de relance, ce projet-là, ça sera un des projets les plus structurants, les plus mûrs que nous pourrons présenter. Et donc, je crois que tous ceux qui, de manière assez vicieuse d'ailleurs, considérant cette abominable crise du Covid, espèrent que le virus va au passage tuer la 3e ligne, eh bien, je pense que cela risque d'être déçu. Et en tout cas, on va agir pour qu'il le soit. Alors, il y a une 3e question. Une question de Brice Vidal concernant l'urbanisme tactique et les pistes cyclables. Combien de kilomètres de pistes ont été tracés sur le territoire de Toulouse ou de la métropole depuis un mois? Alors, je vais donner la parole à Jean-Michel, parce qu'effectivement, on a été parmi les premières villes à concrètement mettre en œuvre ces aménagements provisoires, avec un objectif de les requalifier. Jean-Michel va en parler, et avec un objectif aussi qui soit celui de pérenniser. Il s'agit d'expérimenter, en souhaitant que les Toulousains y adhèrent, pour pérenniser. Je le dis parce que j'ai lu ici ou là qu'il s'agissait d'expérimenter, comme si on faisait une expérience, et puis bon, qu'on la mettait de côté. Et je peux vous dire que hier, j'ai eu, comme toutes les semaines, une réunion de travail avec mes collègues maires de la métropole, maires des communes de la métropole, et que d'autres communes sont extrêmement intéressées. Donc en réalité, c'est quelque chose que nous allons développer. Jean-Michel, tu peux préciser? Oui, alors, sur la première tranche, je dis première tranche parce qu'il y a d'autres projets qui sont en préparation. On est autour d'une dizaine de kilomètres. Une dizaine de kilomètres avec un petit retard lié à l'avenue de Grande-Bretagne qui est lié tout simplement à la météo. Il y a eu une forte passage de pluie, on n'a pas pu faire, mais dans les jours qui viennent, puisque la météo d'ailleurs est très bonne, on va terminer cette première tranche, donc 10 km environ sur ce premier volet, avec des points d'amélioration. On a eu des critiques aussi sur les murs d'eau. Les murs d'eau, ce sont ces bords de plastique qu'on voit qui ne sont pas fixés au sol. Pourquoi murs d'eau? Parce qu'on a commandé des palettes, enfin des petites bornettes qui sont de couleur jaune, fixées au sol. Et la configuration qui va apparaître dès le début de la semaine prochaine, c'est la configuration définitive. Progressivement, les entreprises arrivent enfin à nous fournir. On aura des séparations qui seront d'abord fixes, on n'aura plus besoin de les passer, elles seront très, très marquantes. C'est comme ça qu'on a fait il y a quelques années, quand on a voulu développer les couleurs bus avec des rangées de quelques petits travaux seront aussi lancés sur la réfection de quelques parcelles de goudron, parce qu'on a quelques endroits où c'est un peu abîmé, mais ça, c'est lancé aussi. Les entreprises vont venir traiter assez vite ces problématiques. Par contre, Jean-Luc Moudin nous a demandé de travailler sur de là, et d'ici quelques jours, nous lui proposerons une deuxième tranche qui résulte à la fois des travaux de nos équipes et puis des relations que nous avons avec les associations de cyclistes qui nous ont fait des propositions qu'on étudie, et je pense qu'on arrivera à un consensus. J'ose dire que Jean-Luc Moudin a aussi prévu une troisième tranche, puisqu'il nous a demandé de prioriser dans les travaux d'été les axes cyclables. Et donc, on aura cette fameuse troisième tranche sur des travaux un peu plus lourds, des pistes plus complexes, mais une accélération des travaux en profitant des travaux d'été. Ce qui vient d'être dit est aussi important. Les maires de la métropole accélèrent eux aussi le pas. Je pense à Blagnac et je pense à Colomiers en particulier, qui ont présenté les projets en ce sens. En fait, qu'est-ce qu'on voit apparaître? On voit apparaître plus vite que prévu, et tant mieux, le réseau express vélo
tel qu'il avait été mis en place lorsqu'on a voté le schéma directeur vélo sous la présidence de Jean-Luc. Voilà. Voilà, et puis une petite précision, ces endroits que nous aménageons, on ne les a pas choisis au hasard, on les a choisis grâce à un travail qui a duré plus de 2 ans, qui a été fait au niveau des intercommunalités qui composent TICEO, puisque en vertu de l'avis de la commission d'enquête publique relatif au PDU, hein, au plan mobilité, il a été souhaité, c'est une nouveauté que je crois heureuse, il a été souhaité que TICEO fédère la réflexion et la planification des quatre entités intercommunales qui composent TICEO. C'est ce qui a été fait pendant un peu plus de 2 ans. Cela a abouti à un schéma de développement cyclable d'une ampleur et d'un niveau d'ambition que nous n'avons jamais connu sur la grande agglomération toulousaine. Il a été adopté il y a plusieurs mois. Et donc, lorsque effectivement nous avons été confinés et qu'on réfléchissait à beaucoup de choses sur la vie de demain, nous avons naturellement puisé dans ce schéma adopté à l'unanimité du conseil syndical de TICEO il y a au moins 6 mois pour en extraire certains endroits. Ce sont ceux que nous avons traités et que nous traitons. Je dis cela parce que j'ai lu, je ne sais plus où, que nous étions dans la réaction et pas dans l'anticipation. Donc, visiblement, celle ou celui qui a dit ou écrit cela n'avait pas totalement l'information ou ne s'intéresse pas à la politique cyclable ou découvre, je dirais, la politique cyclable ces jours-ci. Nous, on y travaille depuis pas mal de temps. Une question de Jean Couder, alors qui revient sur les recrutements. Est-ce que procéder à ces recrutements signifie qu'il y a un manque d'agents? Est-ce qu'il n'y a pas suffisamment d'agents en global dans la collectivité? Alors, bien évidemment, non. Hein, je rappelle à Jean Couder que si nous sommes obligés de procéder à ces recrutements, c'est parce que la crise Covid a tout changé. La crise Covid, elle produit 2 choses. D'abord, elle empêche une partie de nos agents de travailler, alors qu'ils travaillaient avant la crise Covid, parce qu'ils ont des fragilités. Et deuxièmement, elle crée des besoins supplémentaires, donc elle accentue la charge de travail. Pourquoi? Parce que les protocoles de nettoyage se sont alourdis et complexifiés. Donc vous voyez l'effet ciseau. Il y a une charge de travail qui augmente, il y a des moyens humains qui diminuent. Et c'est pour ça, effectivement, que l'on prend des mesures exceptionnelles en étant là aussi extrêmement réactif. Donc, effectivement, s'il n'y avait pas eu la crise Covid, on n'aurait pas à faire face à ce surcroît de travail nécessaire et on ne souffrirait pas de cette amputation partielle des moyens humains de la collectivité. Alors, une autre question? Peut-être un petit point, si on peut donner la parole à Marion. Marion va prendre la parole. Oui, par rapport au recrutement, en tout cas pour les écoles, ce que j'expliquais tout à l'heure, et j'insiste, il ne manque pas d'agents, ce que disait Monsieur le maire. C'est vraiment le protocole sanitaire tel qu'il existe aujourd'hui qui nécessite que nous ayons plus d'agents. Pour Monsieur le maire expliquer 4 agents techniques pour une école dans notre configuration actuelle là, de première partie d'ouverture. Demain, avec nos nouvelles ouvertures, on est sur 6 à 7 agents, voire plus selon les écoles, par école. Donc, vous comprenez bien que vous faites ça fois 206 écoles et vous comprenez vite qu'il va manquer des agents, mais eu égard à ce protocole et à la crise, pas au fait qu'il manquerait des agents en général sur la collectivité en temps normal. OK. Alors, y a-t-il d'autres questions? Est-ce que, comme à Nice, vous souhaitez rendre le masque obligatoire dans l'espace public? Alors, je veux bien préciser ma pensée là-dessus. Effectivement, j'ai demandé, et nous avons demandé au niveau de France Urbaine, que l'État rende obligatoire le port du masque dans une partie de l'espace public, en plus des transports en commun. Par exemple, en réalité, le critère, c'est les endroits où les gens se rassemblent. Alors, ça peut être les abords des stations de métro, ça peut être, je dirais, certains endroits stratégiques. Alors, il y a un travail un petit peu fin à faire. Je crois qu'il n'y a pas de règle absolue au niveau national. Donc, il faudrait qu'au niveau national, cette faculté soit offerte et que
le gouvernement, en tout cas moi c'est la méthode que je suggère, invite les préfets et les maires de grandes villes, parce que la question se pose dans les grandes villes en vérité, à regarder ensemble pour déterminer de manière limitative, bien évidemment, ces endroits, et puis pour que la règle d'obligation soit parfaitement consolidée sur le plan juridique, qu'il y ait un arrêté préfectoral, puisque je le répète, enfin je le rappelle, le maire n'a pas le pouvoir de rendre obligatoire le port du masque. Et d'ailleurs, mon collègue Estrosi a annoncé un arrêté dans ce sens, et la préfecture des Alpes-Maritimes a déclaré que, effectivement, l'arrêté n'était pas licite, mais qu'elle ne le déférait pas au tribunal administratif parce qu'il était possible que l'État, au niveau central, prenne des dispositions qui rentraient cette règle possible et qui, sans doute, à ce moment-là, serait créée par un arrêté préfectoral. Voilà. Donc, on est, je pense, dans une situation juridique transitoire. Il y a un débat. Le gouvernement a 1000 choses à trancher en ce moment. Mais, effectivement, on peut penser qu'au fur et à mesure que le déconfinement va se développer, le problème risque d'être plus aigu. Aujourd'hui, il n'est pas aigu, il faut bien dire la vérité. On voit bien que les gens se déconfinent très progressivement. On l'a senti à Toulouse, on l'a senti quasiment partout. Il y a peut-être quelques exceptions à Paris, parce que Paris, c'est jamais comparable au reste de la France. Mais bon, voilà, donc je pense qu'il y a une réflexion en cours et qu'il faut que celle-ci soit mûre et que d'ici quelques semaines, lorsque le déconfinement atteindra des proportions plus fortes en termes d'influence sur l'espace public, l'État ait, je dirais, une idée claire là-dessus et que l'on puisse voir, nous, ce que l'on fait avec cette idée. Deux dernières questions. Craignez-vous une seconde vague du virus et d'un point de vue économique, la mairie serait-elle ou la métropole en mesure d'assurer des aides supplémentaires à l'image du plan d'urgence à hauteur de 30,7 millions d'euros promis et ainsi contrer un maximum le ralentissement de l'activité sur le territoire? Ok, alors est-ce que je crains la deuxième vague? Vous savez, moi je ne suis pas spécialiste, hein. Je pense que Laurent Lesgourd, franchement, il est mieux placé que moi pour en parler. En tout cas, ce que je sais, c'est que si, avec le déconfinement, nous respectons les gestes barrières, nous respectons les règles de distanciation, nous respectons la règle selon laquelle on ne doit pas se regrouper, ou du moins se regrouper dans la proximité. Si dans les transports en commun, tout le monde met le masque, et on a vu que cette semaine, c'était la tendance de 95% des voyageurs et les 5% qui étaient oublieux ou imprudents ou inciviques, ils se sont fait rattraper par la patrouille, mais la patrouille, ce n'était pas celle qu'on avait prévue, c'était les voyageurs qui étaient autour avec leur masque et qui tout simplement ont exprimé une réaction du corps social. Donc, ce que je crois, c'est qu'on réussira le déconfinement si tous ces gestes de protection sont non seulement organisés par les autorités, mais pratiqués, mis en pratique par les individus. Voilà. Et la deuxième condition pour bloquer un éventuel départ, une éventuelle relance de la pandémie, c'est la mise en œuvre réussie des tests. Vous savez que là-dessus, il y a eu beaucoup d'interrogations et ça a beaucoup pataugé pendant 2 mois. Bon, il semble que le gouvernement, d'après toutes les informations qu'il donne, il semble que le gouvernement et les préfets de département, et je sais que Laurent l'a vérifié ici, ont désormais une stratégie claire sur le test administré à quelqu'un qui a des symptômes et sur toute la stratégie de recherche de ces contacts et par derrière, je dirais, ou ensuite, une mise en place de l'isolement. Si tout cela marche, si les moyens sont au rendez-vous, c'est-à-dire s'il y a assez de tests, s'il y a assez de personnes pour les administrer, puis pour les analyser, si ensuite l'accueil dans les hôtels, pour ceux qui ne seront pas confinés chez eux, si tout ça marche, alors forcément, ça, eh bien, la stratégie de déconfinement marchera et nous n'aurons pas de deuxième vague. Donc moi je dis que entre ce qu'on organise, les comportements individuels et la stratégie des tests,
on doit éviter, on doit y arriver, on doit arriver à l'éviter. Y aura-t-il des aides supplémentaires pour faire face à la crise économique de la part de la ville et de la métropole? Alors effectivement, on y travaille. On travaille sur justement un plan de relance local. Donc, c'est Dominique Faure qui, en tant que vice-président de la métropole, puisque la compétence économique est essentiellement à la métropole, qui travaille avec 7 élus qui ont des responsabilités chacun dans un secteur de l'économie. Et on prépare tout ça pour les semaines à venir. Voilà. Et puis après, il y a toute la stratégie de redémarrage des marchés publics qui monte en puissance. Au niveau de la métropole, beaucoup de marchés publics sur la voirie qui sont organisés là par mon collègue Grégoire Carnero. Et donc, voilà, oui, on sera au rendez-vous, il y aura d'autres initiatives. Sur les tests. Alors, j'entends une voix. Non, c'est Laurent Lesgourg. Ah, c'est Laurent Lesgourg. Voilà. Oui. Je vois plus d'image. Moi, j'ai plus d'image là, donc c'est pour ça. Non, en fait, ce que je voulais dire, c'est sur la seconde vague, y aura-t-il une seconde vague? Moi, je crois qu'il faut se dire oui, il y aura une seconde vague. Mais le but, c'est que la seconde vague soit la moins haute possible. Là, le confinement avait pour but d'éviter que le virus circule. Le déconfinement a pour but d'éviter que le virus circule le moins possible et qu'il n'y ait pas ce décrochage qui nous mette en difficulté. Donc, le but, c'est effectivement de canaliser la seconde vague pour qu'il n'y ait pas un reconfinement. Il ne faut pas qu'il y ait de reconfinement. D'abord pour des critères économiques, comme vous le disiez, mais aussi pour des critères psychopathologiques, parce qu'au bout d'un moment, la population va être en grande souffrance. Donc, il y aura une seconde vague, mais il faut qu'elle soit canalisée. Et les tests, comme le disait le maire, effectivement, maintenant, tout est en place au niveau des tests. On a un besoin de 1500 tests par jour au niveau de la Haute-Garonne. On en a entre 6000 et 8000. Donc, on est bon. Il y a une stratégie de testing à chaque fois qu'il y a un cas symptomatique, d'isolement avec le médecin traitant. On teste le premier cercle. Le deuxième cercle est testé par la CPAM. Et ensuite, on met en place un isolement pour que justement, il y aura une montée de cas, mais qu'il n'y ait pas ce décrochage exponentiel au niveau du R0 qui nous remettrait effectivement en difficulté avec une saturation des services sanitaires et hospitaliers. C'est ça le but, en fait. Donc, je crois que la seconde vague, à la limite, il ne faut pas en avoir peur. Il faut qu'elle soit, par contre, la plus contenue possible pour qu'on arrive à reprendre toutes nos activités avec toutes les mesures barrières qui seront efficaces. C'est ça l'idée. Et puis, ce qui est réconfortant, c'est que nous savons qu'il y a des milliers de chercheurs qui, dans le monde entier, sont totalement consacrés à ça. Et donc, il y aura le vaccin. Évidemment, personne ne peut dire quand, mais il y aura un vaccin. Et là, c'est une perspective qu'il faut sans cesse rappeler. Alors, y a-t-il d'autres questions? Oui. On me dit que oui. Autre question. Oui. Y aura-t-il prochainement d'autres conférences de presse en présentiel, même masquées, demande Jean Coudert. Ah, bon, ben, oui, on peut y songer. Alors, je crois que ce n'est pas plus de 10 personnes, les rassemblements. Donc là, je ne sais pas combien vous êtes. Je me demande si on n'est pas plus de 10, parce que entre les élus et les journalistes, oui, voilà, on est un peu plus de 10. Donc, il peut y avoir un petit problème. Et si je ne respectais pas cette règle, je suis sûr qu'il y aurait de bonnes âmes pour le relever et me le reprocher. Je suis sûr que vous êtes d'accord avec moi. J'avais une question TFC, monsieur le Alors, maire. c'est Béatrice Collin. Ouais. Béatrice, allez-y. Vous m'entendez? Oui. On vous entend. Je ne vous vois pas, mais je vous entends. Alors, le TFC, il est question d'un recours. Est-ce que, on n'a pas trop parlé de la vie sportive, mais le confinement a eu un impact sur le TFC puisqu'il a été relégué de fait. Donc, s'il y a un recours, est-ce que vous soutiendrez ce recours? Et par ailleurs, il est question de cession. Est-ce que vous avez un avis sur la question si jamais Olivier Sadran, le Toulousain, cédait une partie du TFC qui est mal en point entre guillemets? Ok, alors d'abord, je suis en lien avec Olivier Sadran. On s'est téléphoné, on a même fait une petite visioconférence à quelques-uns avec Laurence Haribagé, avec 2 autres clubs d'élite. On s'est écrit, on a accordé, nous,
des facilités au TFC, bien évidemment. Hein. Je suis comme tous les Toulousains attaché au TFC, je souhaite le meilleur pour lui et je suis conscient de la difficulté dans laquelle il se trouve, de la difficulté d'autres clubs aussi. Hein. Le Stade Toulousain a des difficultés, tous les clubs du top 14 viennent d'écrire au gouvernement, ils m'ont informé de leur démarche. Donc, effectivement, le sport est lui aussi gravement menacé, comme nous sommes à Toulouse, ville sportive, je peux pas être insensible. Alors, est-ce que mon rôle de maire est de soutenir un recours qui porte pas tellement sur une décision publique, mais qui porte, je dirais, sur quelque chose qui relève de l'enjeu purement sportif? Je ne le pense pas. Je ne pense pas, et d'ailleurs, Olivier, avec qui j'ai des relations depuis très très longtemps, autant il m'a informé des difficultés, autant il ne m'a pas demandé de venir soutenir le recours. Donc je ne crois pas que ça soit le rôle d'une collectivité locale. On est sur un enjeu sportif, et donc franchement, je pense que beaucoup de gens se demanderaient ce que je viendrais faire dans cette affaire. Alors sur la cession, je n'ai aucune information, et lors des contacts que j'ai eus ces dernières semaines avec Olivier Sadran sur justement toutes ces difficultés, à la fois du club lui-même et de je dirais du foot français professionnel dans son ensemble, il ne m'a fait état d'aucune information dans le sens de la cession. Voilà. Voilà, on me dit qu'il n'y a plus de questions. J'espère que je ne frustre personne. Vous me permettrez de conclure en donnant une information. Vous savez que le 24 avril dernier, donc c'était il y a maintenant plus de 3 semaines, je vous avais annoncé l'ouverture d'une plateforme après Covid. L'idée, c'était de donner la parole aux Toulousains pour que, au-delà de la crise, au-delà de la gestion de crise, au-delà de la gestion du déconfinement, ils imaginent la ville de demain. Et que l'on puisse, avec cela, trouver des solutions. Alors, pour Toulouse, mais également pour la France, pour l'Europe. J'invitais à une réflexion générale. Et donc, cette plateforme, elle fonctionne. Et je voulais vous donner un chiffre. Ce chiffre, c'est le chiffre de 600. 600, c'est le nombre de contributions que nous avons enregistrées depuis l'ouverture de la plateforme. Donc, ça marche pas mal. L'idée, je vous le rappelle, c'est d'avoir une plateforme qui fonctionne jusqu'au 15 juin pour justement éviter d'entrer dans une éventuelle période électorale et d'adresser le résultat de ces contributions au président de la République, au Premier ministre, au président de l'Assemblée nationale, au président du Sénat et au président des groupes des 2 assemblées parlementaires, de manière à ce que toutes les sensibilités politiques du pays qui sont représentées au niveau du Parlement puissent connaître la réflexion des Toulousains sur la vie de demain, la ville de demain, la France de demain. Voilà, donc je tiens à remercier ces 600 Toulousains, à encourager ceux qui n'ont pas donné leur avis à le faire. J'ai vu que depuis peu, j'étais copié par d'autres qui se mettent maintenant à vouloir imaginer demain. Bon, voilà, évidemment, il n'y a pas de saut d'anticipation à recevoir. Et donc, j'invite les Toulousains à s'emparer encore davantage de cette possibilité et à prendre la parole. Voilà. Merci à vous tous et bon week-end.